Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment importer des données tabulaires dans QGIS et comment faire une interpolation. Vous pouvez trouver les données que nous allons utiliser dans cet exercice dans la plateforme e-learning dans l'onglet de la leçon 2. Vous cliquez sur le lien et vous allez les télécharger. Téléchargez-les un par un et mettez-les dans un dossier où vous allez travailler pendant cet exercice. Comme vous remarquez, je n'utilise pas des espaces ou des caractères étranges dans les noms des fichiers, car ils causent des problèmes lors de l'exécution des algorithmes. Nous allons maintenant commencer par inspecter les données que nous avons téléchargées. J'ouvre d'abord la première table. Je vois qu'elle contient le numéro de la station, la date et la valeur de température pour chaque station avec un coefficient de conversion. J'ouvre maintenant la seconde table et là, je remarque qu'elle contient le numéro de la station, les coordonnées, longitude, latitude, altitude et le nom de la station. Ce sont des stations météorologiques aux Pays-Bas. Ce que je remarque aussi, c'est que les deux tables ont un champ en commun, numéro de la station, que j'utiliserai pour joindre ensemble ces deux tables. Bien sûr, faire ceci est possible dans Excel, mais dans un environnement SIG, nous pouvons aussi faire joindre des tables, surtout lorsque la jointure est très complexe ou spatiale. Maintenant, nous allons installer l'extension qui nous permettra d'ajouter des fichiers Excel dans QGIS. Donc, allez vers le menu Extensions, puis Gérer et installer les extensions, et cherchez l'extension dont le nom est Spreadsheet Layers, puis installez-la. Une fois fait, l'extension sera accessible à partir du menu Couche. Donc, allez vers le menu Couche et choisissez Ajouter une couche, puis ajouter une couche à une couche feuille de calcul. Ouvrez ensuite la table des stations qui contient les coordonnées. Commencez tout d'abord par changer le nom de la couche. Puis vous verrez que dans chaque champ est indiqué le type de données correspondant. Cela est très important à vérifier car le type de données n'est pas toujours reconnu correctement à partir de Excel. Là, nous redéfinissons le nombre de stations en tant qu'entier et le reste est reconnu correctement. Nous définissons par la suite la géométrie, le champ qui contient les coordonnées, donc longitude et latitude, et nous définissons le système de coordonnées référencé. Dans ce cas, c'est le WGS84 dont le code EPSG est 4326. Nous voyons que notre couche est bien ajoutée dans QGIS. Rappelez-vous juste que cette couche n'est pas une couche SIG, mais seulement une couche virtuelle, donc elle se trouve seulement dans la mémoire temporaire. Nous allons maintenant ajouter l'autre table de la même procédure. Nous allons parcourir vers l'emplacement de la table, puis nous changeons le nom de la couche et nous redéfinissons le type de données. Nous donnons entier pour le numéro des stations, la date en format de date, la température en format décimal. Ce fichier n'a pas de géométrie, donc nous n'allons pas la définir. En cliquant sur OK, la table sera ajoutée dans le panneau des couches. Maintenant, nous devons reprojeter cette couche dans la bonne projection et la sauvegarder dans un format SIG dans notre disque dur. D'abord, nous allons renommer notre couche, puis nous allons l'exporter dans un nouveau fichier shapefile que nous appellerons KNMI station. N'oubliez pas, il ne faut jamais mettre des espaces lorsque vous nommez vos fichiers. Nous devons aussi définir le système de projection. Cliquez sur le symbole du petit globe et filtrez le catalogue par le code EPSG de la projection qui est le
28992. Laissez les autres paramètres inchangés et cliquez sur OK. Nous n'aurons plus besoin, donc, dans ce cas, de la première couche, alors il suffit juste de la supprimer. Ensuite, il serait bien de redéfinir la projection à la volée du projet vers la même projection de la couche. Cela voudra dire que n'importe quelle nouvelle couche ajoutée, projetée, qui sera ajoutée au projet, elle sera reprojetée à la volée vers la projection néerlandaise Amersfoort que nous venons de définir. Nous pouvons vérifier si la couche a été bien ajoutée ou en ajoutant la couche OpenStreetMap à partir de l'extension Quick Map Services. Nous verrons que les stations météorologiques sont bien positionnées sur les Pays-Bas. Maintenant, nous allons joindre ces deux tables. Allez vers Propriétés de la couche Shapefile et cliquez sur l'onglet Jointure. Nous allons définir la jointure en spécifiant le champ en commun que nous avons identifié tout à l'heure. Donc c'est le champ en commun entre les deux tables qui est le numéro des stations. Par la suite, nous ne sommes pas obligés d'ajouter tous les champs de la table. Et donc, nous allons seulement ajouter le champ contenant les valeurs de la température. Puis, nous spécifions le préfixe ajouté au nom du champ joint. Dans ce cas, nous allons mettre temp avec un tiret bas. Nous pouvons vérifier si la jointure a été bien faite en vérifiant la table d'attributs de la couche Shapefile. Vous verrez que le nouveau champ des températures a bien été ajouté. Maintenant, nous voyons que nous avons notre couche SIG en format Shapefile qui contient aussi les valeurs de la température. Mais il y a un problème avec la température. Nous devons les convertir en degrés Celsius car, comme vous voyez, il y a un facteur de conversion qui donne la température dépassant les centaines. Donc, nous allons ajouter un nouveau champ que nous appellerons température Celsius. Le type de données sera décimal dont la longueur est 3 chiffres avec un seul chiffre après la virgule seulement. Le champ est ajouté, mais bien sûr, il est vide, que nous devrons remplir avec un calcul. Mais avant de faire cela, nous allons supprimer toutes les lignes avec une valeur de température manquante dans le champ initial de température, celui qui est multiplié par 0,1. Une fois cela est fait, une fois que nous avons supprimé ces deux entités, nous allons enregistrer, donc sauvegarder cette modification. Maintenant, nous allons changer le contenu du nouveau champ ajouté en utilisant le dialogue des expressions. À partir de la section champs et valeurs, nous allons double-cliquer sur le nom du champ temp T en Celsius. Elle sera ajoutée en jaune et entre guillemets. Puis nous allons multiplier ça fois 0,1 ou bien le diviser par 10. Vérifiez tout en bas l'aperçu de l'expression pour voir si l'expression est correcte ou pas. Vérifiez que ce qui est à gauche du symbole correspond bien au champ que vous voulez mettre à jour, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour. Les valeurs sont maintenant calculées. Enregistrez et sortez du mode
d'édition. Les jointures sont temporaires. Donc, si vous voulez garder tous les champs joints dans la nouvelle couche, il faudrait à ce moment-là l'exporter dans une nouvelle couche dans le disque dur. Je vais vous démontrer comment cela fonctionne en comparant les deux tables d'attributs après avoir supprimé la table de données. Donc, j'ouvre les tables d'attributs de chaque couche. Je vais comparer les attributs. Donc, comme vous voyez, les deux couches ont des attributs identiques. Cependant, si nous supprimons la table des données, nous verrons que la nouvelle couche enregistrée contient toutes les couches, alors que dans la couche jointe, le champ temporaire disparaît. Nous gardons l'une des couches pour l'utiliser dans la suite du travail. Maintenant, je vais vous démontrer rapidement comment ajouter des fichiers délimités de texte sans avoir à utiliser l'extension Spreadsheet Layers. Enregistrez la table des stations sous le format CSV, ou bien, qui veut dire en anglais Comma Separated Values, ou bien en français, valeurs séparées par virgule. Puis, revenez vers QGIS et allez vers le gestionnaire des données et choisissez l'onglet Délimiter texte. Cette fenêtre ressemble beaucoup à la fenêtre de l'extension Spreadsheet Layers. Dans la première section, vous définissez le séparateur, ou bien le délimiteur. Dans mon cas, c'est une virgule, mais il se peut qu'il soit un délimiteur personnalisé, point virgule, espace ou tab. Dans la section en bas, définissez le symbole du séparateur décimal. Ceci dépend souvent du système d'exploitation. Puis, définissez la géométrie en spécifiant les champs qui contiennent les longitudes, latitudes et le système de référence. La couche est ajoutée et elle est similaire à la procédure précédente. Maintenant, nous allons procéder pour styler la couche des stations selon les valeurs de la température. Sélectionnez la couche à styler et activez le panneau de style des couches pour voir les modifications effectuées en direct. Choisissez graduer comme mode de symbologie car nous allons styler sur les valeurs de température qui sont des valeurs réelles continues. Sélectionnez les champs qui contiennent les températures et puis sélectionnez la palette de couleurs qui convient au mieux la température. Dans ce cas, une palette de couleurs qui va du bleu au rouge. Nous verrons que les points changent de couleur dépendant de la valeur de température. Cependant, dans notre cas, le bleu correspond aux hautes températures et le rouge aux basses températures. Ceci n'est pas intuitif, il serait meilleur d'inverser la palette de couleurs pour que les basses températures aient une couleur bleue et les hautes températures une couleur rouge. Comme vous voyez, la classification se fait en intervalles de couleurs. Nous allons maintenant étiqueter les points. Choisissez étiquette simple. Là, nous allons construire une expression qui nous permettra d'étiqueter chaque point par son nom et par le nom de la station et la température enregistrée en deux lignes différentes. Double-cliquez sur le champ de nom, name dans ce cas, dans la section choix et valeur, vous trouvez ça dans la section, puis concaténez ça avec le symbole pour revenir à la ligne comme nous avons vu dans l'exercice précédent. Et encore une fois avec le champ des températures. Donc là, nous verrons la valeur des températures.
concaténer tout ça à la fin avec une chaîne de caractères qui contient le symbole des unités en degrés Celsius. Vous pouvez améliorer la visibilité des étiquettes en manipulant les paramètres de style. Changez par exemple la police, le style de la police et la taille. Vous pouvez aussi ajouter un effet tampon pour améliorer le contraste. Vous pouvez aussi ajouter un effet d'ombrage si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi aérer les étiquettes des symboles en spécifiant une distance de décalage entre l'étiquette et le point. Et vous pouvez aussi changer l'alignement du texte pour devenir centré. Maintenant, nous allons interpoler les températures des stations pour générer une grille continue de température. À partir du menu raster, nous choisissons grille plus proche voisin comme méthode d'interpolation. Nous nous assurons que la bonne couche est sélectionnée pour l'interpolation. Nous ne touchons pas aux autres paramètres, mais nous spécifions le champ qui contient les valeurs d'interpolation. Dans ce cas, celui des températures en Celsius. Vous voyez tout en bas la commande d'exécution de cet algorithme que vous pourrez copier et utiliser ailleurs si vous voulez écrire un script. N'oubliez pas de sauvegarder la couche d'interpolation dans votre dossier de travail et nommer cette couche T température, donc T température -bas NN pour nearest neighbor qui veut dire en français plus proche voisin. Cliquez sur exécuter. L'algorithme résultera en ce qu'on appelle les polygones de Thiessen. Ce que vous remarquez, c'est que l'étendue de l'interpolation correspond à l'enveloppe convexe des points. Si vous voulez interpoler en dehors de cette étendue, vous pouvez utiliser d'autres algorithmes d'interpolation que vous trouverez dans la boîte à outils. Changeons maintenant la symbologie de cette couche. La couche semble comme un raster discret, mais en vérité, ce n'est pas le cas, car les valeurs sont réelles, et donc la couche est continue. Pour cela, nous choisissons bande unique pseudo-couleur. N'oubliez pas aussi d'inverser la palette de couleurs du bleu vers le rouge. Et voilà. Donc ce qu'on remarque ici, c'est ce qu'on appelle les polygones de Thiessen. Ce que l'algorithme fait, c'est qu'il attribue à chaque pixel la valeur du point le plus proche, et c'est pour cela que nous avons des bordures nettes. Comme j'ai dit, ça reste toujours un raster continu qui n'est pas discret. Maintenant, je vais vous montrer un autre type d'interpolation qui est l'inverse distance à la puissance. À partir du menu raster, vous pouvez choisir cet algorithme. Nous spécifions, comme tout à l'heure, le champ des températures. Donc nous spécifions le champ des températures. Après cette première exécution, je vous invite à expérimenter avec l'effet des autres paramètres de l'algorithme que nous allons laisser cette fois-ci par défaut. Nommez s'il vous plaît le nouveau fichier de sortie T
puis tiret bas, puis IDW. IDW veut dire en anglais Inverted Distance Weight, qui est le nom de l'algorithme. Puis exécuter l'algorithme. Le résultat est une couche avec une surface continue. En règle générale, il ne faut jamais croire les valeurs min et max automatiquement générées après l'exécution de l'algorithme. Donc, ne jamais tirer de conclusions en se basant seulement sur ces valeurs, pas avant de les spécifier dans le style de la couche, en générant par exemple l'histogramme des valeurs. Attribuer maintenant un style à la nouvelle couche interpolée générée. N'oubliez pas d'inverser la palette de couleurs. Cette carte est claire, mais nous n'arrivons pas à voir la carte de fond. Il y a quelques méthodes pour régler ça. La méthode la plus classique serait de jouer sur la transparence de la couche. Cependant, celle-là génère une visualisation un peu floue. Une meilleure façon serait d'utiliser les modes de fusion implémentés dans QGIS. Il existe plusieurs modes de fusion, mais pour un mixage simple entre les deux couches, choisissez le mode de multiplication. Et là, nous arrivons à voir la carte de fond de OpenStreetMap à travers la carte de température. Nous pouvons maintenant appliquer le même mode de fusion avec la couche du plus proche voisin en copiant le style et en le collant vers cette nouvelle couche. Maintenant, nous allons interpréter ces résultats, car la question qui devrait se poser est laquelle de ces deux algorithmes d'interpolation est meilleur pour interpoler les valeurs de température. On peut arriver à avoir des cartes aussi propres et lisses que la carte des inverses à la distance, mais cela ne voudra pas dire que l'interpolation est correcte. Comme un résultat obtenu par les polygones de Thyssen qui semble rugueuse, mais ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise interpolation. Tout d'abord, les deux interpolations arrivent à détecter le gradient régional, où les températures sont plus chaudes vers la côte et les zones intérieures sont plus froides. Ceci est correct car ça correspond bien à la saison de l'automne. Mais nous n'avons toujours pas répondu à la question, quel est le meilleur algorithme? L'algorithme de l'inverse à la distance génère des pics et des vallées qui ne sont pas trop naturels en comparaison aux polygones de Thyssen. L'inverse de la distance à la puissance est approprié lorsque nous avons une densité élevée des points de mesure. Sinon, si nous n'avons pas autant de données et que nous n'avons aucune hypothèse sur les données, les polygones de Thyssen sont mieux adaptés pour effectuer une interpolation. Il existe d'autres méthodes très connues pour l'interpolation qui s'appellent le krigeage, mais veuillez ne pas l'utiliser que si vous avez une grande densité de points interpolés. Cet algorithme fonctionne mieux ainsi.